Psychotique, attention, indispensable pour rétablir. Déjà, je voudrais remercier le Centre Ressources et le professeur Nicolas Franck pour l'impeccable organisation de cette journée qui a un succès vu le nombre de personnes dans la salle et de nous d'avoir accepté notre proposition de présentation avec Aude. Donc moi je suis psychiatre et Aude est infirmière en pratique avancée. Donc on va vous parler d'un point qu'on a travaillé cette année sur la filière de réhabilitation psychosociale du Centre hospitalier Charles Perrin à Bordeaux. On a mis en place des RCP et ça nous a conduit à nous questionner sur l'association entre les traumas et la résistance au traitement. Et donc Aude va se présenter et commencer la première partie de cette présentation. C'est Clélia, donc je suis au cyber, je suis infirmière en pratique avancée en santé mentale et psychiatrie. Et je vais vous présenter ce qui nous a amené à ce questionnement autour du traumatisme. Donc, nous avons organisé des RCP, j'ai fait un bref rappel, je ne sais pas si c'est très utile, mais des recommandations HAS, des RCP qui sont issus de la cancérologie. L'objectif, c'était d'améliorer l'évaluation et nos pratiques professionnelles. Ça regroupe différents professionnels de différentes disciplines qui ont une discussion collégiale autour d'une analyse de dossier qui est soumise donc à ce groupe. L'objectif, c'est d'accorder aux patients la meilleure des prises en charge en fonction de l'état de la science. Il y a une organisation qui est établie, qui est très dictée par ces recommandations en termes de rythme, de rôle et de traçabilité et d'évaluation. Donc le contexte de notre travail avec Clélia, c'est qu'il y a eu la création d'une filière de réhabilitation psychosociale sur le centre hospitalier Charles Perrin très récente, donc qui date d'il y a 1 an. L'objectif était de réunir 5 unités et de proposer une offre de soins coordonnée avec des équipes pluridisciplinaires qui exercent dans 3 unités d'hospitalisation, donc d'hébergement à temps plein, un centre ressources et une équipe mobile qui est spécialisée dans la transition. Donc les RCP dans la filière qui ont été mises en place, elles se tiennent 1 fois par mois. L'objectif, c'était de remobiliser les équipes de soins d'admission à la base autour des patients chroniques, de valoriser les soins qu'on peut donner en réhabilitation psychosociale, où on s'était positionné comme des experts de la résistance, de diffuser des données probantes et de travailler la résistance donc à plusieurs niveaux, donc la résistance thérapeutique, des symptômes résistants, mais aussi des professionnels des équipes et au changement, parce que ça c'est des questionnements qui nous ont habités quand on a fait ces RCP, c'est qu'on désigne beaucoup de choses qui sont liées aux patients, mais en fait les équipes aussi sont très réticentes à changer leur pratique. Et de travailler la transition tout au long du parcours de réhabilitation, c'est-à-dire la transition entre l'unité d'hospitalisation en admission, l'admission sur la filière de réhab et après la sortie de la filière de réhab. Ces RCP, on peut les solliciter de 2 manières. Soit c'est une demande de l'équipe, donc d'admission et aussi de l'équipe de la filière d'intra, dans la filière EPI. Soit des recommandations qui font suite à l'entretien d'admissibilité, parce qu'avant d'accueillir le patient dans une des unités à temps plein, on fait un entretien d'admissibilité. Alors, sur l'idée d'une évaluation clinique, évaluant si on peut l'accueillir, mais également ça marque le coup d'un parcours particulier qui va s'enchaîner pour le patient. Et les indications, c'est la symptomatologie résistante aux thérapeutiques et les situations complexes en soins, mais en fait les indications sont mêlées. Il y a rarement pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est mon boulot à moi, donc de coordinatrice autour des RCP. Donc, c'est tout ce qui est planification, organisation, les invitations, enfin, c'est la reprise des recommandations. Et on essaie de suivre ce que ça devient, ces recommandations. Donc, on les suit au bout d'1 mois, et puis au bout de 6 mois, puis on en discuter avec les liens, mais finalement, on va aussi se mettre à les suivre au bout d'1 an. Parce qu'en fait, c'est une temporalité très courte, 1 mois et 6 mois, finalement. Ça, c'est nos outils. Alors, c'est parce que je disais au début de ma présentation qu'on essaie de remobiliser les équipes autour des situations de patients, parce que la plupart du temps, quand on est sollicité, c'est qu'ils ne peuvent plus rien faire pour le patient, ils ne savent pas comment faire. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à les remobiliser. Pour ça, on est allé chercher beaucoup de choses dans l'anamnèse, qui partent en effet de données médicales, mais aussi comment ils se débrouillent au quotidien, dans les actes de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on sait de son histoire, parce qu'en fait, on oublie leur histoire. Et ils font partie des murs dans les unités. Donc, ça, c'est l'outil qu'on utilise. Il y en a plein d'autres, mais il est l'issue d'un travail commun. Et ça, c'est les comptes rendus qu'on rédige et qui nous permettent après de suivre comment ces recommandations sont mises en place. Est-ce qu'elles le sont déjà et comment elles sont mises en place.
Là, c'est un bilan à 1 an, donc c'est très modeste, mais on a fait une vingtaine de RCP. Il y a 13 RCP qui ont été tenus, donc ce qu'on appelle sur l'extra-répit, donc ça veut dire que les RCP, elles ont été sollicitées par les unités d'admission. Et 7 RCP en intra-répit, donc c'est sollicité par les équipes internes à la filière de réhabilitation psychosociale. Pour toutes, il y a eu des recommandations en termes pharmacologiques et en termes de soins de réhab, et ça, c'était important pour les équipes, parce que si on peut encore faire quelque chose, et ça, c'était quand même important. C'était, pour l'instant, tous les patients ont été admis dans la filière de réhab, et particulièrement grâce au travail de l'équipe mobile de transition, qui travaille en individuel, puis en groupal avec les patients, avant qu'ils soient hospitalisés sur la filière. On propose une illustration clinique pour faire une transition. Donc, Madame S, qui a 33 ans, qui est atteinte de schizophrénie, qui est hospitalisée en moyenne tous les ans depuis l'âge de 22 ans. Et nous, quand on l'a rencontrée, ça faisait 2 ans qu'elle était en unité d'admission. La RCP, elle a été motivée par la persistance d'une symptomatologie psychotique positive et négative, très envahissante, avec un handicap fonctionnel important. Et un échec, d'après l'équipe, de tous les traitements chimiothérapiques et la sismothérapie. Ce qu'on peut noter dans son histoire, qui avait été complètement zappée par l'équipe quand on nous l'a présenté, c'est des antécédents d'abus sexuels répétés dans l'enfance. Oui, et cette patiente, elle formulait des vœux d'euthanasie, tellement elle souffrait de son handicap. Les conclusions de la RCP, il y a eu des recommandations pharmacologiques, mais aussi de faire un bilan, de commencer des séances de psychomotricité, et d'arriver à faire la distinction entre ce qui pouvait relever de la symptomatologie traumatique et ce qui pouvait relever de la symptomatologie positive. Et c'est une des premières RCP, mais qui a mis en évidence l'impact du traumatisme sur la résistance. Merci. Et du coup, sur l'importance, ces RCP ont une importance vraiment capitale dans la transformation de nos... On est quand même passé de 5 unités de ce qu'on appelait long séjour avant à 5 unités de 25 à 3 unités, entre 20 et 25. Donc on a réussi, grâce à ces recommandations, grâce à tout ce qu'on a mis en place en réhabilitation, à réaccompagner vers l'extérieur des personnes pour qui on pensait que c'était plus possible. Ils allaient passer leur vie à l'hôpital. Il y en a, ça faisait 17 ans, 20 ans qu'ils y étaient. Et donc on a, grâce à tout ce travail, et les RCP, ça a vraiment été quelque chose de fondamental et ça permet, alors comme ça de l'extérieur on se dit oui c'est évident, et en fait quand on se regroupe ensemble à plusieurs professionnels, qu'on recommence à discuter avec un regard nouveau sur ces personnes qui sont là depuis très longtemps, on trouve des tas de choses, des tas de pistes alors qu'on pensait que c'était perdu et on propose de nouvelles orientations. Et là, pour l'instant, dans les 20 personnes qu'on a vues en RCP, on en a quand même beaucoup qui ont réussi à vraiment progresser sur des pistes totalement inattendues. Et alors, donc, le point qu'on voulait souligner aujourd'hui, c'était cette association entre exposition à des traumas psychiques dans l'enfance ou sur la vie entière, peu importe, et la résistance au traitement antipsychotique, parce qu'on s'est rapidement rendu compte qu'on avait quasi le cas dans toutes nos RCP. Et donc on a fait une petite revue de littérature que je vous proposais de vous montrer rapidement. Évidemment, les facteurs de résistance, on les recherche, on essaie de les identifier dans les troubles du spectre de la schizophrénie résistante. On en connaît plusieurs, les troubles de l'usage, la mauvaise observance, les interactions entre les traitements pharmacologiques, tout cela, on les connaît, on les recherche assez classiquement. Mais on recherche moins l'association avec un trauma dans l'enfance, spécifiquement la schizophrénie. On a l'habitude dans le trouble bipolaire un peu plus, la personnalité borderline, on le sait. Dans la schizophrénie, c'est moins systématisé de rechercher les traumas. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ça qui est au premier plan quand on voit le patient pendant l'entretien clinique. Il y a plein d'autres choses à explorer. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément directement. Et pourtant, on a une littérature grandissante qui apparaît sur l'association entre l'exposition à un trauma et la sévérité des symptômes. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que ça peut être un facteur modifiable, comme on va le voir. Donc là, notre revue de la littérature, classique, on a fait les bases de données, Medline, Web of Science et PsycInfo, avec
les mèches, enfin les mots-clés suivants sur le trauma en combinaison avec schizophrénie résistante aux clozapine et la schizophrénie et sa sévérité ou rémission. Et donc on a inclus toutes les études qu'on a trouvées en anglais, études avec comité de lecture bien sûr, avec des personnes qui souffraient du spectre de la schizophrénie selon la CIM-10 ou le DSM, et qui avaient été évaluées par des échelles de trauma, que ce soit des échelles de trauma sur l'enfance ou des échelles de trauma vie entière. On avait aussi besoin d'une mesure catégorielle de réponse au traitement antipsychotique ou du niveau de rémission pour pouvoir faire l'association avec le trauma. Et donc on n'a pas inclus les personnes à haut risque de développer une schizophrénie ou les personnes les populations non cliniques, ce n'était pas l'objet. On a essayé d'inclure des échantillons où on avait vraiment les critères sujets souffrant de schizophrénie sans symptomatologie affective associée, et c'est pas fréquent dans les études, souvent ils mélangent schizophrénie, schizoaffective, donc on avait besoin nous de voir, c'est pas forcément les mêmes thérapeutiques après, donc on voulait voir vraiment sur ce qui en était sur les symptômes de schizophrénie pure, voilà, en association avec des symptômes autres que psychotiques et avec la dimension catégorielle. Donc, bon, voilà, vous connaissez sûrement, on a fait la méthode classique de sélection des articles sur titre et résumé, après on les a en entier ceux qui correspondaient pour extraire les informations que vous avez sur le côté, donc le nom de l'auteur, l'année de publication, détails sur le santé mentale, quelles sont les caractéristiques, le design de l'étude, le traitement antipsychotique et de quelle évaluation clinique et du trauma il y avait. Donc on a retrouvé uniquement 8 études qui répondaient à ces critères dans la littérature internationale sur 6 échantillons, puisqu'il y a 2 études qui sont sur les mêmes échantillons, 2 fois 2 études. Et on avait 4 études transversales, 4 longitudinales, donc qui allaient être sur un suivi de 12 à 24 mois pour les longitudinales. On avait 7 échelles différentes pour explorer le trauma, 6 qui explorent qui explorent l'enfance sur une partie ou entièrement spécifiquement les traumas dans l'enfance, et 3 qui ne font que la vie entière. On avait 6 études qui utilisaient vraiment des critères de rémission, pour dire rémission, non rémission, on en avait. Et ces critères de rémission étaient sur la PANSS, et souvent c'était la PANSS 8, et on avait les critères de rémission, c'était supérieur ou égal à 3. Enfin, c'est inférieur ou égal à 3, pardon, pour être en rémission. Et on avait uniquement 2 études qui utilisaient des critères de résistance aux antipsychotiques. J'ai quand même mis un petit clin d'œil à la clozapine, parce que quand même on y pense toujours. Il y avait une seule étude qui rapportait la proportion d'utilisateurs de clozapine. Donc là, c'est dans l'article, en fait, on a fait le tableau des résultats avec à chaque fois l'auteur, l'échantillon, le design de l'étude, le traitement antipsychotique, quelles échelles de trauma sont utilisées. Vous avez les noms des échelles de trauma. Et quelles mesures on a utilisées pour la rémission ou la résistance au traitement. Et en vert, on voit celles qui sont positives. Donc déjà, ces deux-là, qui sont sur le même échantillon, mais sont positives, avec rémission associée à moins de trauma sur la vie entière, pour les deux. Ça, c'est l'étude canadienne, qui est aussi positive, avec la résistance au traitement associée avec un plus haut score à l'échelle de trauma, qui est sur le côté. La suivante, la première, elle est aussi canadienne, c'est le même échantillon, et celle-là, elle ne montre pas d'association. Les 2 autres, la allemande et anglaise, ne montrent pas non plus d'association. Et les 2 dernières, la polonaise et sud-américaine, montrent une association entre exposition à un trauma, enfance ou vie entière, et résistance au traitement antipsychotique ou schizophrénie résistante. Donc au final, parmi les études qui utilisent vraiment les critères de rémission de la schizophrénie, on a des critères fixes de rémission, on a 4 études sur 6 qui sont positives, qui montrent une association. Les 2 études canadiennes ne sont pas concordantes, mais la première étude qui montre une association entre trauma et résistance au traitement, c'est l'étude qui est sur un échantillon entier, alors que la deuxième, c'est juste une petite sous-population, ils voulaient faire une étude génétique. Donc c'est peut-être moins représentatif. On a 3 études qui ne montrent pas d'association, mais dans ces 3 études, c'est des analyses univariées où elles ne sont pas forcément ajustées sur l'abus de substances et l'observance des traitements, donc c'est des biais assez importants. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a retrouvé une association pour les traumas, que ce soit dans l'enfance ou que ce soit vie entière, peu importe. À partir du moment où il y a un trauma, et surtout s'il y a répétition de trauma,
Il y a une association avec la résistance au traitement. Ça peut être pour les études longitudinales et transversales, on le retrouve dans les deux cas. Et on le retrouve dans les premiers épisodes, mais aussi dans ceux qui ont la pathologie depuis plusieurs années. Donc voilà, en discussion, sur les 8 études, il y en a 5 qui montrent une association. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est de constater qu'il y a... on pensait quand même qu'il y aurait plus d'études que ça sur ce sujet. Il y a quand même très peu d'études sur l'association entre l'exposition à un trauma et la résistance dans la schizophrénie. Alors, ce n'est pas forcément l'objet de la revue de la littérature, mais c'est ça qui nous avait fait faire le lien avec le cas clinique que Aude a présenté. C'est que cette patiente avait des hallucinations résistantes. Alors, tout le monde était parti sur des hallucinations et elle se revoyait comme une petite fille. Et elle prenait la voix d'une petite fille et dans ses hallucinations, elle changeait vraiment au moment des hallucinations. Et elle disait qu'elle était une petite fille, qu'elle avait 9 ans, qu'elle voulait aller s'acheter des jouets, voilà, qu'il y avait vraiment un retour à cette période. Et après, donc, avec la RCP, on est reparti sur le trauma et tout ça. Et on s'est rendu compte que le trauma qu'elle avait subi, bon, qui a duré plusieurs années, avait duré jusqu'à l'âge de 9 ans. Et on a suspecté l'association de symptômes dissociatifs associés, qu'on n'avait jamais pris en charge et qui pourrait peut-être être un intermédiaire et justifier la résistance à toutes les... Parce que vraiment, au niveau symptomatologie psychotique, il y a vraiment eu beaucoup de traitements et ça résistait. Et donc ça pourrait être peut-être un intermédiaire entre trauma et mauvaise résistance mauvaise réponse au traitement. Et tous les symptômes de stress post-traumatique, d'ailleurs, pourraient être particulièrement impliqués dans la sévérité des hallucinations. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est vraiment fondamental d'évaluer, même dans la schizophrénie, même si on n'est pas dans la personnalité borderline, même si on n'est pas dans le trouble bipolaire, d'évaluer l'histoire traumatique des personnes. C'est d'autant plus qu'il existe des thérapeutiques. Alors c'est l'étape suivante, on va rechercher dans la littérature les thérapeutiques qui ont montré une efficacité dans la schizophrénie sur les traumas. Et pour l'instant, on a trouvé quelques pistes sur les TCC, le MDR et surtout ACT. C'est celle qui a pour l'instant montré la meilleure efficacité. Et donc voilà, donc, hyper important, d'autant plus que c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc voilà, c'était la conclusion de ce travail. C'était faible nombre d'études sur ce sujet. Il faut absolument continuer. Il faut évaluer systématiquement. Nous, on utilise actuellement la Childhood Trauma Questionnaire qui est traduite en français, qui est bien, c'est Franck Chourov qui me l'a donné, qui a au moins le mérite d'être traduite en français pour nous, et qui est intéressante. Voilà, on vous remercie de votre attention.